en soi. Donc un geste, c'est paradoxal, qui a lieu après que l'ordre de commande en a été donné. C'est-à-dire, je vais y revenir longuement, ma certitude à moi, elle est, c'est moi qui ai serré la main à mon ami, alors qu'en vérité, ma main était déjà tendue pour lui serrer la main. Dès l'instant où mes neurones miroirs ont vu dans ses yeux qu'il allait me serrer la main, donc restons modestes. Donc, cette modestie que nous enseigne la neurobiologie, je n'étais pas en train de serrer une main, je n'étais tout simplement pas là, je n'étais pas. Il n'y avait pas de je, mais simplement un automate, une suite d'automatismes, un neuroprogramme cérébral qui suivait son enchaînement algorithmique du type après tel sous-programme terminé, activer tel autre sous-programme. Une main s'est tendue vers moi, la mienne s'est tendue vers celle-ci. Elles se sont serrées, telle est l'unique vérité. Au stade 1 de veille, mise en évidence par la recherche en neuroconnectique, la certitude d'être décisionnaire de nos cogitations, de nos motivations, de nos actions tombe. Elle est remplacée par l'incertitude d'être même là quand, en quelques centaines de millionièmes de secondes, la décision de penser, décider d'agir ou d'agir se prend dans notre cerveau sans nous consulter, sans nous demander notre avis. La seule certitude que nous puissions avoir est précisément qu'à ce stade de veille, nous n'étions pas là, nous n'étions que des automates. Je vais y revenir. Mais avant d'aborder d'autres stades de veille mis en lumière par la recherche en neuroconnectique, il est utile de nous libérer de croyances plongeant monsieur et madame tout le monde dans des certitudes qu'il faut aussi grandement reconsidérer sous l'angle exact des neurosciences. Ainsi, troisième volet de notre conférence, nous serions certains d'avoir un esprit par-dessus nos neurones. Excusez-moi, j'essaie de parler vite puisque nous avons peu de temps. À certaines incertitudes concernant l'esprit, entre guillemets, s'opposent les certitudes physiologiques. Physicaliste, j'explique pourquoi et comment la théorie d'identité psychophysique apparaît ici. Commençons par séparer la réalité de la mythologie que véhiculent des mythes anciens. La mythologie, pardon, je vais essayer de raccourcir un petit peu, je vais en venir simplement à un regard très cru du point de vue de la neuropsychologie. Nous avons un accident vasculaire cérébral, nous avons une partie de notre cerveau qui est détruite. Nous ne pouvons plus, par exemple ici, nous ne pouvons plus articuler des mots, nous ne pouvons plus avoir tel ou tel type de raisonnement, nous ne pouvons plus lever un bras, etc. La machinerie est cassée sur un plan neuronal. Alors évidemment, certains vont nous dire, mais j'ai un esprit dessus, oui, mais ça ne fonctionne plus. Donc il faut tout de même avoir cette base matérialiste, disons-le, pour pouvoir avoir conscience d'une réalité, c'est que quand on a endommagé la machinerie, il est très difficile, à moins de pouvoir la réparer, de fonctionner, de nouveau fonctionner. Donc, ainsi, la grande problématique, elle vient de, quand nous sommes privés de tout ou partie de notre fonctionnement neuronal, la notion de conscience du monde extérieur, de conscience de nous, est évidemment endommagée. Alors, je reviendrai plus tard sur la neuroconnectique, dont un aspect peut être considéré comme une forme de neuro-yoga, terme déposé, puisque cela implique le fait de recabler soi-même du dedans par le fait de l'attention que nous portons aux connexions neuronales qui existent en nous, cette machinerie. Mais c'est tout un travail, je vais y revenir. En effet, notre certitude tombe soudain en incertitude, car si la majorité des humains qui respirent, boivent, mangent et copulent, comme la vache moyenne, ne sont plus que des épaves suite à une destruction massive de neurones cérébraux dans des régions spécifiquement importantes sur le plan des commandes corporelles, des motivationnelles ou des conceptuelles, donc intellectuelles, nous pouvons observer ici et là des cas d'individus qui s'autoréparent, qui autoréparent la machinerie cérébro-lésée. Nous devons donc comprendre qu'il existe plusieurs sortes d'humanité dans l'humanité, plusieurs variantes de notre conscience, et mieux encore, que cette diversité n'est pas fixe, qu'elle est donc sociologiquement, voire psychosociologiquement qualifiable d'incertaine, là encore. Effectivement, un individu, une personne qui devrait finir son existence en étant cérébro-lésée suite à la formation d'un caillot de sang dans son cerveau, ou suite à une maladie neurodégénérative, se passionne soudain pour le fait de câbler, de recâbler, comme j'en parlais il y a quelques minutes, des régions de son cerveau. Et voilà que peut-être,
cette machinerie qui semblait programmée pour l'autodestruction va se réparer. Donc, voilà que par, avec un peu d'humour, la grâce toute puissante, car neurogénétique et épigénétique de sa neuroplasticité cérébrale, son cerveau en bonne entente avec lui ou elle, j'entends en moi et mon cerveau, produit des astrocytes dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir reconstruire, comme si on était à l'échelle de l'embryon humain, telle et telle structure neurale. L'autoroute neurale accidentée, voire éventrée, est remplacée par des routes de campagne dont je parlais tout à l'heure, évidemment, et nous obtenons la réparation en question. De là, tandis que nous comprenons que telle ou telle maladie ou conséquence d'un accident n'est pas unanimement la même pour tous et toutes, nous pouvons donc non pas être simplement des automates buvant, mangeant, respirant et copulant tels la vache et le bœuf moyen, mais nous pouvons exercer notre cerveau à explorer puis participer au neurofonctionnement qui est le sien. Je voudrais oser revenir sur, et là, quatrième volet de notre conférence, l'incertitude du « qui suis-je ». Nous sommes sûrs d'être la même personne le matin quand nous nous réveillons, d'une bonne nuit de sommeil, que la personne que nous étions quand nous nous sommes couchés la veille au soir. Mais est-ce vraiment certain ? Le postulat d'organicité parmi ceux qui font la discipline qu'est la neurocognitique naît de l'observation d'un fait certain. Chacune d'entre nous sait qu'il ou elle s'endort avec son foie, son cœur, ses poumons, et se réveille avec les mêmes organes. Par contre, et à la différence de ces organes corporels toujours présents, et donc très rassurants pour l'unité de nous-mêmes dans le temps, lorsque nous nous réveillons d'un bon sommeil, les organes, entre guillemets ici, qui étaient des agencements de neurones produisant nos émotions, motivations, réflexions, voire cogitations de la veille, ne sont plus là. Réfléchissons aussi attentivement depuis un exemple clair. Hier soir, avant d'aller dormir, nous avons regardé un beau dessin, une belle peinture, un beau film. Nos organes sensoriels visuels, nos yeux, en d'autres termes, furent sollicités. Nous en fûmes émus. Nos, entre guillemets, organes émotionnels furent sollicités. Tout cela donna en nous naissance à des réflexions. Nos organes intellectuels en furent aussi sollicités. Toutefois, au réveil, si en regardant le même beau dessin, la même belle peinture, le même beau film qu'avant de nous endormir, nos organes sensoriels visuels sont toujours là, il n'en va très différemment de nos organes, entre guillemets, émotionnels. Alors, donc on a compris les assemblées de neurones qui ont organisé tout ça, nos émotions, et intellectuels. Pareillement, les agencements de neurones qui ont produit nos réflexions. En d'autres termes, à la question, les mêmes émotions et les mêmes réflexions qu'hier soir rejailliront-elles de notre cerveau depuis que celui-ci aura perçu les mêmes sensations qu'hier soir? La réponse certaine est celle de son incertitude, c'est-à-dire a priori non. Nous nous réveillons avec les mêmes yeux que la veille, qui a priori voient pareillement que la veille, que nous comprenons, qu'ils produisent les mêmes sensations visuelles que la veille. Par contre, les entre guillemets organes neuraux, les collisions de neurones, en d'autres termes, s'agençant pour produire une telle émotion ou une telle réflexion, n'étant plus là, n'existant plus, ne donneront peut-être pas, alors qu'on regardera le même film, la même image qu'hier soir, ne donneront plus la même émotion, la même réflexion. Ou du moins, peut-être, parce que comme je l'évoquais, c'est un a priori. Peut-être donneront, peut-être ne donneront plus. On est dans l'incertitude. Et notre seule solution pour retrouver ces émotions et réflexions de la veille est qu'au moment où ça s'émouvait en nous, où ça pensait en nous, d'avoir connecté intentionnellement ces réseaux neuraux, afin qu'en rétablissant ces connexions neurales, nous puissions réactiver les mêmes groupes de neurones. En d'autres termes, si maintenant tout de suite nous sommes attentifs à comment nous sommes, je prendrai la posture de chacun d'entre nous, comme ci, comme ça, comme ça, etc. Bon, bien si nous sommes attentifs à cela, alors si nous sortons dans la rue et que nous sommes pris par la vie, nous nous remettons, et là nous sommes très proches de l'hypnose thérapeutique dont parlait Maurizio, nous nous remettons dans cet état de conscience-là, là on va vraiment parler de conscience, parce que nous sommes arrêtés un instant, nous avons pris conscience, et là nous pouvons retrouver, à partir d'une sensation, une émotion, une réflexion. Autrement, les routes neurales étant très variées et variables, c'est pas sûr du tout.
En termes de système complexe, Homo sapiens qui à la fois se déclare être le même au fil des jours et des décades, et être un autre qui peut épouser un idéal, un temps, et son contraire ensuite, sans se demander s'il est fou, ou pour le moins s'il est vraiment et logiquement le même individu, dans la même personne, baigne dans le paradoxe de l'un et du multiple. L'unité de la conscience, chère aux philosophes présocratiques de l'école d'Élée, qui se préoccupait de l'un et du multiple, est loin de nous, et nous comprenons combien l'idée même de notre identité comportementale et plus profondément neurale, intime, est une absolue incertitude. Du moins, tant que nous ne neurofonctionnons qu'au stade 1 de veille, et de fait, tant que nous n'avons construit aucun observateur neural et phénoménal intérieur pour constater cette totale absurdité. En voulez-vous des preuves comportementales usuelles? Tant que nous neurofonctionnons au stade 1 de veille, notre cerveau décide de tout selon des modalités parfois aberrantes. Hier, notre émotion, au moment du réveil, nous avait mis de bonne humeur. Et tout nous souriait, et nous sourions à tout. Ce matin, avons-nous dormi de travers, mal digéré le repas de la veille, mal digéré une parole qu'on a dit ou qu'on n'a pas dite? Quoi qu'il en soit, l'émotion qui nous transporte est fade, ou terne, ou triste, ou colère, ou grincheuse, etc. Comment assurer un suivi d'existence? Comment aimer et chérir toute sa vie? Comment, pour le meilleur et pour le pire, quand dans notre cerveau, tout n'est qu'un hôpital psychiatrique sur pattes, où ça change et rechange d'idées, d'opinions, de réflexions et d'émotions au gré de telle ou telle hormone, jaillissante ou non, soudainement dans l'animal. Nous prenons fermement une décision, du moins l'illusion vaniteuse d'un Moa en nous prend fermement une décision. J'irai chez toi, Pierre, mardi 18 juillet 2028 à 16h. Hélas, le 18 juillet 2028, je, ou ce qui ose s'appeler je en nos supposée conscience, n'a plus envie d'aller chez mon ami Pierre à 16h. En vérité, d'un point d'observation neurobiologique et plus spécifiquement neuroconnectique, les neurones qui constituaient moi-je le mercredi 18 mai 2016 ne se sont plus recablés tels qu'ils l'étaient alors, lorsque vient le vendredi 18 juillet 2028. Pourquoi notre cerveau prend-il une décision qu'il contredit par des actes annulant celle-ci? Nos cerveaux sont-ils fous et notre je, qui est, d'un point d'observation neuroscientifique, une émergence darwinienne du cerveau de sapiens, pouvant servir à le fédérer, pour le gérer, et non pas pour réussir socialement, avoir du pouvoir et autres rêvasseries, évidemment, sottises inventées par les grands singes sapiens que nous sommes. Car ce je est-il un ensemble de neurones préférentiels d'auto-identification auto-référencés, si j'ose dire, auto-référents, selon l'expression issue de la recherche neurocognitive, inapte à remplir cette fonction évolutive nécessaire à la bonne administration de formes de vie complexes. La question se pose. Face à ces incertitudes d'être soi à un stade de vigilance lucide donné, qui soit stablement réaccessible au fil des moments de notre existence, d'être le même soi selon les micro et macro événements traversant, voire bouleversant nos existences, selon nos interacteurs et les jets d'hormones que ceci suscite, que suscite l'activation donc dans tel ou tel neurone miroir de tel ou tel comportement d'un autre grand singe dans l'humanité que nous traversons. La question se pose donc c'est notre cinquième volet, l'incertitude du suis-je conscient de moi? Et si oui, du qu'est-ce qui est conscient dans ma biopsychomachinerie cérébrale? Conscient de quoi? Et conscient pendant combien de temps? Francisco Varela aimait dire aux étudiants dubitatifs franchissant la porte de son bureau, prenez votre montre et regardez son aiguille des secondes et restez dessus pendant 1 minute. Alors pendant qu'une minute passe, la plupart des étudiants ainsi sollicités s'avouaient vite vaincus par l'inattention. Soudain, je pensais à mon frère, déclara celui-ci. Je pensais à mes vacances, déclara tel autre. Neuroscientifiquement, nous devrions traduire ce jeu abusif par, en vérité, soudain, des neurones miens se rappelaient de mon frère, ou par quelque instance neuronale mienne pensait à mes vacances. Et non pas moi je. Puisqu'en effet, la décision